Bon, en attendant, ça vous donne une image de ce que vous pourrez voir dans deux conférences, donc sur les caricatures des enseignants au XXe siècle. On vous présentera ça un peu plus tard. Et donc, pour l'instant, maintenant que notre conférencier est arrivé, nous allons pouvoir passer à la suite. Allez. Ça, c'est des vieux vétérinaires. Tu as une annonce à faire C'est des vieux vétérinaires, ça? Ça, c'est des vieux vétérinaires. Oui, les réunions de promo, c'est très sympa. Vous voyez, on en fait au Mont-Saint-Michel, les pieds dans la boue. Il y en a de moins en moins, on dirait. De quoi, des vieux vétérinaires? Qu'est-ce que tu veux là-dessus? Pas? Je vais le mettre là, comme ça. C'est ça, Bien, donc puisque je suis au pupitre, j'en profite. Bienvenue ce soir, donc au nom de l'école. Le directeur est là, il pourra peut-être vous dire un mot avant. Non, bon. De l'association des anciens élèves. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu de mémoire le 29 mars. Donc c'est Christophe Degers qui la fera sur cette fois-ci le XXe siècle. Donc, les défis du XXe siècle. Ensuite, donc, nous en ferons une, comme vous avez vu, sur les caricatures des enseignants au XXe. C'était le 26 avril. Et puis, donc, la suivante, au mois de mai, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, donc, on va passer la parole à François Ballard, qui est un grand historien, vétérinaire également. Lyonnais, bon ça c'est... mais bon, on est très large d'esprit. Donc il va nous faire cette conférence. Il est passionné d'histoire. Et pourquoi ça vient? C'était pas comme ça, hein? Non. Ça te va ça? Non. Regarde, c'est bien, ça fait tout ce qu'il faut. Donc, entre autres, il s'occupe de la Société française d'histoire de la médecine et des sciences vétérinaires. Et donc, ce soir, il va nous parler des vétérinaires en France au 19e et puis un peu la création, le début d'une profession. Merci François. Merci beaucoup. Alors donc, je me présente, Lyon 71, c'est très loin, je suis très vieux, pardon. Donc, je vais commencer par essayer de vous situer les sources dont on peut se servir pour faire l'histoire de la médecine vétérinaire au XIXe siècle en France, le recrutement, l'enseignement, la façon dont s'est édifié le savoir et le quotidien du vétérinaire pour finir. Les sources, ce sont d'abord, à tout honneur, c'est d'abord, bien sûr, le recueil de médecine vétérinaire d'Alfort, qui est paru de 1824 à 1999. Ici, à gauche, vous avez le premier numéro, et ici, le dernier numéro du 19e siècle. Il a été associé dans la même publication, de temps en temps, avec le bulletin de la Société centrale de médecine vétérinaire, qui était très importante, autrefois peut-être plus importante que l'Académie vétérinaire actuelle, qui fait la continuité. Ensuite, bon, les autres écoles, je suis désolé, ont eu aussi leurs journaux à Toulouse à partir de 1838 et à Lyon à partir de 1845. Ces deux journaux ont fusionné, je crois qu'ils existent encore. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, en fait, se trouve sur Gallica, et c'est très amusant à consulter, c'est vraiment la vie d'une profession. De même que les encyclopédies, la première sérieuse a été faite par un vétérinaire amateur. Je vous explique, en fait, c'est quelqu'un qui avait fréquenté Alfort en tant qu'étudiant libre et qui s'est installé dans le Pas-de-Calais, où il a été reconnu par le préfet comme étant quelqu'un de très conséquent, mais qui a eu l'interdiction de s'appeler vétérinaire, donc il s'intitulait vétérinaire amateur. Vous voyez qu'il a fait un dictionnaire en 4 volumes, qui est aussi très utile pour comprendre la profession.
Encore mieux, évidemment, le dictionnaire de Poulet et Rénal, en 22 volumes, 1856-1894, dans lequel vous trouverez absolument tout. C'est vraiment, il y a même l'historique, il y a les applications, c'est merveilleux. Alors l'histoire secondaire, à partir de là, il y a l'énorme histoire de l'école d'Alfort, qui est un pavé considérable que vous pouvez aussi consulter, de même que les biographies vétérinaires de Neumann, ornées de jolis portraits, parce que Neumann avait l'habitude de dessiner des parasites, il était parasitologue, donc il a bien fait aussi les vétérinaires. L'épopée pastorienne et la médecine vétérinaire de Nicole, en fait, qui a été comme vétérinaire professeur à Pasteur, c'est aussi très intéressant. De même, alors surtout ces trois-là, c'est très important. Les vétérinaires français au XIXe siècle, ça vous devriez tous savoir ça. Peut-être moins long berceau des sciences vétérinaires par mon ancien professeur de physiologie, et aussi surtout les maîtres des bêtes faits par un authentique historien à partir de plusieurs thèses d'histoire très sérieuses, mais très bien documentées, très intéressantes. Puis enfin, évidemment, le bulletin dont je suis le modeste rédacteur en chef, qui est sur le net aussi, il y a des choses qui sont assez intéressantes, enfin, pour moi. Alors, on va passer maintenant au recrutement. Tout ce qu'on vous a dit sur le XVIIIe siècle est valable à peu près jusqu'après la Révolution, où vous savez que les écoles ont failli disparaître. Mais tout allait à peu près bien, jusqu'en 1813, où à Moscou, devant la ville en flammes, l'empereur s'est dit, il n'y a plus de chevaux, pourquoi il n'y a pas suffisamment de vétérinaires? Les chevaux, pendant les guerres du Premier Empire, ont été très maltraités, méprisés, et la Grande Armée en a payé le prix. Donc il s'est dit, il n'y a pas suffisamment de vétérinaires, on va faire trois sortes de vétérinaires. Alors la première sorte, on va raccourcir d'1 an les études, à Alfort et à Lyon, les seules des écoles qui existaient ailleurs à cette époque-là, pour en faire des maréchaux vétérinaires en 3 ans. Les meilleurs avaient le droit d'aller à Alfort pour devenir médecins vétérinaires. Ce qu'on leur apprenait en plus n'était pas spécialement intéressant, ils prenaient des cours de dessin, enfin c'est très bien le dessin. Bon. Et ensuite, ces médecins vétérinaires avaient le droit, entre autres, d'être médecins départementaux. Alors, auprès du préfet, et avant la Révolution, auprès de l'intendant de la région, existait un médecin des épidémies. Alors, en tant que médecin, on lui confiait le soin de s'occuper éventuellement des épizooties, c'est-à-dire d'écrire une consultation qui était distribuée gratuitement pour aider les gens à en venir à bout. À partir de 1813, c'est un vétérinaire qui prend sa place, et c'est quand même une promotion. Malheureusement, ce vétérinaire a le droit de former des sous-vétérinaires qui deviendront des empiriques, c'est-à-dire qu'il gardait chez lui pendant 2 ans des apprentis qui mangeaient à sa table, qui payaient évidemment, et ces gens-là sont devenus des sous-vétérinaires qui ont proliféré et qui se sont ensuite formés mutuellement. Ça a fait vraiment une profession entière de gens qui ne vivaient pas nécessairement seulement de la médecine vétérinaire, mais qui tenaient un bistrot ou qui étaient marchands de vaches, et des gens qui rendaient service parce qu'ils étaient proches de la population du point de vue des mentalités, ils savaient comment ça marchait alors que le vétérinaire venait avec sa science. Et en fait, les conséquences ont été funestes vis-à-vis de la profession en général. Une troisième école est née à Toulouse en 1828, je suis désolé, on est à Alfort, mais je parle des autres écoles, et avec une prédominance pour la médecine bovine, parce que dans le sud-ouest, contrairement à ce qui se passait au nord, l'attraction se faisait par des bovins. Et les bovins en question, qui duraient en général jusqu'à 9-10 ans, étaient extrêmement appréciés, et il n'y avait pratiquement pas de chevaux dans l'industrie et dans le commerce. Évidemment, les bourgeois avaient des attelages comme ailleurs. Donc, le site a été transféré en 1835 à Matavio. Maintenant, ça a été détruit depuis 1963. Et là, on a fait une gare, la gare Matavio.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, toutes les écoles vétérinaires à peu près ont été reconstruites. Ici, ça date à peu près de cette époque-là. Les plus anciens bâtiments datent de cette époque-là, exactement comme à Lyon. L'école qui est devenue le Conservatoire national de musique, dans laquelle j'ai étudié, enfin j'ai essayé, datait de cette époque-là. Les Toulousains ont répondu à la demande qui leur a été faite, et d'ailleurs, vous voyez, Gélé et puis Lafort ont fait des livres sur la pathologie du bœuf qui n'ont pas été spécialement lus, parce que les vétérinaires s'intéressaient beaucoup plus aux chevaux. Alors, la sélection des vétérinaires qui était extrêmement indigente au départ n'a cessé de croître. Vous êtes bien placé pour le savoir. À partir de 1843, on a pris donc des gens de 17 à 25 ans, c'était très vieux. 25 ans, c'était très vieux. Les études secondaires se terminaient, je vais vous le dire, à 16 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient entre-temps? En fait, ils ne faisaient pas d'études secondaires, ils travaillaient chez les parents, puis tout d'un coup, ça leur venait, ils voulaient être vétérinaires. Alors, on faisait un premier tri sur une dictée, une analyse logique. Ensuite, on passait, pour ceux qui avaient réussi, l'arithmétique, la géométrie, des choses pas difficiles, un peu de géographie. Et ensuite, surtout, forger un fer en deux choses. C'est-à-dire, on prenait un lopin bourru, on le mettait au feu, et il fallait que l'élève, le futur élève, fasse une branche, remette au feu et fasse la deuxième branche. C'était tout ce qu'on lui demandait. C'est difficile, vous allez me dire, mais tous savaient le faire et aucun n'était éliminé pour ça. En 1852, on a trouvé quand même que de prendre des ouvriers, c'était pas faire formidable. On a supprimé l'épreuve de la forge. Et en 1873, on a offert la possibilité aux bacheliers et aux certifiés des écoles nationales d'agriculture d'entrer directement sans passer d'examen. En 1885, ici par exemple, pour 70 admis, on avait déjà 42 bacheliers. Donc en 1887, il y avait beaucoup déjà de bacheliers, on s'est dit que le baccalauréat deviendrait obligatoire. Donc on a supprimé la dictée, l'épreuve de géographie, on a demandé du français, de l'histoire, de l'arithmétique, de la géométrie, mais paradoxalement, rien en physique, en chimie et en sciences naturelles. Alors, comme je vous le rappelais, le bac se passait à 16 ans, 4 ans d'études vétérinaires, 20 ans, 1 an de service militaire, à 21 ans, c'était la majorité, donc à leur majorité, c'était citoyens, vétérinaires et libérés des obligations militaires. L'obligation du baccalauréat a été certainement nocive du point de vue social. On a éliminé de cette façon-là les fils de cultivateurs, de maréchaux, de maîtres de poste et d'empiriques, qui formaient quand même le gros de la troupe. En réalité, les études secondaires étaient payantes dans les lycées pour avoir le bac. Par exemple, en 1879, ça coûtait 20 000 francs, environ 45 000 euros actuels. Et comme la profession n'était carrément pas lucrative, il faut dire que la plupart des vétérinaires, quand ils avaient un petit bien, qu'ils allaient faire un héritage, abandonnaient la plupart du temps leur activité professionnelle pour devenir agriculteurs. C'est vous dire en fait quand même le niveau de revenus. Alors évidemment, c'était temporisé pour les élèves qui travaillaient très bien par un système de bourse, mais quand même. Alors en revanche, les élèves étaient mieux préparés à prendre les cours et à apprendre. Évidemment, on n'avait pas besoin de leur apprendre l'arithmétique et surtout l'orthographe, et parce que tous étaient latinistes. Le baccalauréat à cette époque-là, c'était pas rien du tout. Hein. C'était pas, enfin je ne dis pas maintenant, le baccalauréat est rien, non du tout. Mais à cette époque-là, peu faisaient des études. Donc j'ai calculé de 1883 à 1885, en lettres, 11 800 personnes se sont présentées, et en moyenne, hein, et en sciences, 7 430. Alors il y avait une bonne élimitation en lettres, première ligne, et en fait, 32% d'admis en lettres, 37% en sciences, et le total en fait donnait, pour moins de 20 000 personnes qui passaient le bac, 34% seulement de réussite. Donc le bac, c'était vraiment
la possibilité de faire des études supérieures. Il n'y avait pas de bac professionnel comme maintenant. Alors, tant qu'à faire, je pense qu'il valait mieux être médecin, architecte, avocat que d'être vétérinaire. Bon, enfin, c'est comme on veut. Alors, du point de vue du recrutement, voilà un exemple de recrutement annuel en 1896. Alors toujours, la population, vous voyez le rapport, j'ai marqué le rapport avec la population française de 40 millions d'habitants. Ça fait quand même pas énormément de vétérinaires. À Alfort, il y en avait donc 11 qui se sont présentés avec un certificat d'une école d'agriculture, qui ont été admis d'office, 41 qui ont été admis au concours, et très peu pour les agriculteurs dans les autres écoles. La proportion en fait des élèves de chaque école a toujours été à peu près la même. Vous voyez, 52 pour Alfort et 36 ou 37 pour Lyon et Toulouse. Ça vient certainement d'une chose, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne explication, mais Alfort desservait une grande moitié nord de la France et une grande partie de l'ouest. Alors que le recrutement de Toulouse et de Lyon était quand même relativement réduit, surtout avec les possibilités du chemin de fer de l'époque. Bon, alors ça, vous connaissez ce type de carte postale, on en a vu beaucoup. Le professeur, alors c'est tardif, hein, ça, parce que la cour des cliniques est déjà couverte. Elle a été couverte en 1897. Voilà, tout à fait à la fin donc c'est extrêmement tardif. Et donc là, c'est le professeur de chirurgie qui a un huit reflets, un chapeau haute forme, et là vous avez deux promotions qui sont en train de le regarder examiner un carrossier, et le propriétaire se trouve là à gauche, et donc ils ont tous une casquette avec un galon qui correspond à l'année dans laquelle ils sont. Il y a très peu de professeurs, il y a quelques chefs de travaux, je ne sais plus exactement, mais il y a très peu de chefs. Avant 1845, il y a seulement 5 professeurs. Après 1880, ça monte à 8 professeurs. En réalité, entre les deux, de 1845 et surtout en 1871, il n'y avait que 6 chefs. Donc vous voyez qu'en 1845, il reste encore la chaire de zootechnie, ce qui deviendra la chaire de zootechnie, fait encore un cours d'agriculture. Ce qui a été, c'est un reste de ce qu'on a connu au XVIIIe siècle. Ici, vous avez Gabriel Collin, qui était un monsieur très spécial, mais un bon physiologiste, avec des élèves qui ont l'air d'être très contents de ses travaux pratiques. Il est en buste à la sortie. Il a été un adversaire farouche de Pasteur. Et ici, vous voyez, donc, les vétérinaires qui étaient au début habillés un peu comme des militaires, puisque vous savez qu'en 1815, je n'aurai pas le temps de vous en parler, les élèves vétérinaires ont défendu le pont de Charenton contre les coalisés qui arrivaient après Waterloo. Ils étaient habillés pratiquement en militaire. Et là, petit à petit, l'habit militaire et l'uniforme est passé, mais est resté, vous voyez, la casquette. Je passais rapidement quand même sur des personnalités marquantes de la profession, et d'abord, mon Dieu, Jean-Baptiste Huzard, collectionneur de livres. Alors, il était d'une famille de maréchaux, des gens qui étaient venus à Paris au XVIIIe siècle et qui, petit à petit, étaient devenus vétérinaires. Son père, vétérinaire parisien, faisait partie de l'Académie des sciences quand même. Il était dans l'Académie de médecine et il n'avait pas fait beaucoup d'études, il était très timide en public, mais le père était déjà... bon. Et donc, pendant la Révolution, il est entré à 13 ans. Vous voyez qu'au XVIIIe siècle, on prenait des gosses. Il en est sorti à 17 ans, on l'avait remarqué, il n'était pas bête, donc on avait fait une espèce de répétiteur auquel on avait donné le nom pompeux de professeur, et puis son père l'a récupéré pour travailler à Paris. Il a épousé mademoiselle Vala Lachapelle, qui était au palais de justice, il y avait pas mal de libraires là, elle était libraire imprimeur. Et il est devenu l'éditeur
de tout ce qui est paru en agriculture en France pendant pratiquement 40 ans, et ses successeurs aussi. Avec les saisies révolutionnaires, lui qui aimait les livres et qui était quand même un autodidacte, il a collectionné 40 000 volumes sur tout ce qui concerne la médecine, les sciences naturelles et la médecine vétérinaire. C'est absolument extraordinaire. En 1830, ça a été vendu, et le catalogue fait 3 gros volumes, consultables toujours sur Gallica. Il a été expert auprès du gouvernement. Ses expertises sont très intéressantes à lire encore maintenant. Il a fait bien sûr partie des académies et il a été contrôleur des écoles vétérinaires. Ensuite, Onésime de Lafont, quelqu'un qui est mort assez prématurément, qui était professeur de pathologie, de thérapeutique et de police sanitaire. Il a été directeur d'Alfort. C'était un chirurgien habile. Il a fait des traités classiques, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, mais qui sont quand même assez confus, parce qu'il avait, lui, il n'avait pas fait d'études secondaires, et ça se sentait vraiment. Il avait un peu de mal. Par contre, il s'est servi un des premiers microscopes, et il a vu la bactérie charbonneuse. Il n'a pas compris exactement ce que c'était, il n'a pas eu le temps. Il était au début très hostile à l'idée de contagion comme ses confrères d'Alfort, en particulier pour la péripneumonie des bovins, une maladie qui n'existe plus mais qui est très, très importante. Mais à la fin de sa vie, il commençait à inoculer avec succès, en particulier une maladie aviaire. Malheureusement, il s'est inoculé lui-même par inadvertance, il en est mort d'un récital généralisé à 56 ans. Il commençait à faire de la politique, mais malheureusement, ça tournait mal pour lui. Henri Boulet, le grand vétérinaire du XIXe siècle, il était alforien, lui aussi une famille de vétérinaires, professeur à Alfort, jamais directeur, le type même du patron, c'est-à-dire que ses élèves l'adulaient, il était grand, il était fort, il parlait très bien, il opérait merveilleusement, et il défendait la profession dans les tribunaux, parce que des élèves, d'anciens élèves étaient attaqués, ou qu'ils avaient des problèmes avec un empirique, ou qu'il y avait une histoire de chevaux mal vendus ou autre, il intervenait et il emportait toujours le morceau. Ce qu'il a continué à faire à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, dont il est devenu respectivement le président. C'était quelqu'un qui était extrêmement acide et il mettait les rigueurs de son côté, et évidemment les académiciens qui étaient plutôt timides n'arrivaient pas à faire face. En 1877, lui qui était, comme les alforiens, je le répète, anti-contagioniste, s'est converti aux idées de Pasteur, ce qui était quand même un beau geste pour quelqu'un de son âge. Et il a défendu Pasteur très efficacement, d'abord à l'Académie de médecine et dans ses cours au muséum, parce qu'il a été professeur au muséum, il a été aussi inspecteur général des écoles. Alors là, Jean-Baptiste Auguste Chevaux, très important aussi, mais lui c'est un savant, ça n'est pas vraiment un vétérinaire. Lui aussi a été fils d'un maréchal ferrant, il est sorti, il avait le niveau de la 3e, il a arrêté ses études en 3e. Il a terminé président de l'Académie des sciences aussi. Hein. Donc il a été professeur d'anatomie à Lyon et de physiologie, puisque c'était la même chaire, contrôleur général des écoles évidemment, et c'était un grand savant, mais il n'avait pas de... Il méprisait pratiquement les élèves lorsqu'il était directeur. D'abord, il ne faisait pas les cours. Les élèves étaient ulcérés d'avoir un savant international chez eux et de ne jamais le voir. Quand ils se présentaient chez lui, quand ils avaient une récrimination sur la nourriture, sur les punitions, etc., il les renvoyait, il était sec et distant. En 1881, ils se sont rebellés. Il faut dire que c'était des gens qui étaient quand même, je ne dis pas que c'était pas péchu, etc., mais que c'était quand même des gens assez violents, des garçons qui étaient plus jeunes. Ils vivaient ensemble, c'était des espèces de militaires. Hein. Et quand la police est arrivée, elle a reculé, parce qu'ils étaient très déterminés. Et le lendemain, on a envoyé pratiquement la troupe et on les a fait sortir de l'école. Là, ils se sont rassemblés dans un café et ils ont écrit une lettre au ministre de l'Agriculture et du Commerce.
Le ministre les a entendus, il a rappelé Chauveau à l'ordre, qui a fait les cours, la nourriture a été améliorée, et les sanctions aussi, et tout est rentré dans l'ordre sans sanction des élèves, ce qui est quand même de la part du ministre un beau geste. Alors, à part ça, Chauveau était un grand savant. Donc, il a fait de la microbiologie à un très haut niveau. On peut dire que c'est un précurseur de Pasteur. Il a soutenu Villemain quand Villemain a trouvé que la tuberculose était une maladie contagieuse, alors que tout le monde était contre lui. Il a travaillé sur la vaccine, sur l'immunologie. Vous allez voir qu'il a travaillé beaucoup sur la cardiologie naissante et sur aussi l'énergétique musculaire, etc. Enfin, c'est un peu... Donc, et il a organisé à Lyon un laboratoire qui a été fréquenté par des chercheurs internationaux. Alors, vous avez parmi ses élèves Henri Toussaint, qui est mort aussi prématurément, qui est parti à Toulouse, qui a proposé un vaccin contre le charbon avant Pasteur, mais il n'a pas eu le temps de se défendre, il est mort entre-temps. Saturnin Arnoin, lui, a identifié le charbon symptomatique et puis d'autres maladies humaines, et il a travaillé sur la tuberculose de façon extrêmement efficace. Enfin, Victor Galtier est connu en fait pour avoir trouvé que le lapin est ce qui servira à Pasteur est l'animal de prédilection pour celui qui fait des recherches sur la rage, parce que c'est un animal qui n'est pas dangereux, qui répond très bien. Il a même lapinisé le virus de la rage, ce qui a servi beaucoup à Pasteur, par passage, et il a même vacciné contre cette maladie avant Pasteur en inoculant en intraveineuse. Voilà, c'était quand même assez génial. Ah, ici, vous avez à la fin de sa vie Chauveau, qui est représenté en train de faire, là je pense que c'est au muséum, qui est en train de faire, de répéter sa grande expérimentation sur la cardiologie. Donc, il explore le choc précordial avec l'appareil que vous voyez ici. Vous avez un manomètre qui renvoie à une aiguille qui donne un tracé sur un cylindre passé au-dessus de la flamme avec donc du charbonnet. Et ici, vous avez le tuyau, un tuyau qui passe dans la veine jugulaire, qui va donc descendre dans le cœur droit, et un tuyau qui passe dans la veine, dans l'artère carotide et qui va descendre dans le cœur gauche. Donc, il va explorer symétriquement les pressions dans les ventricules et dans les oreillettes des deux cavités du cœur. Il a mis ça au point avec Étienne Jules Marais, qui est connu aussi, qui est un médecin physiologiste, connu aussi pour la sphygmomanométrie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Maintenant, Edmond Docquart, on revient à Alfort, c'est le grand homme d'Alfort, il a pris la suite un peu, il a été d'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, et qui a tout de suite été remarqué par les professeurs d'Alfort. Il est tout de suite, on l'a mis, professeur de clinique médico-chirurgicale. Entre-temps, il est devenu assistant à l'Institut Pasteur, il a travaillé avec Roux, Émile Roux, et on a dit que Roux était le bras droit de Pasteur et Nocard le bras gauche, mais il était quand même le seul vétérinaire. Pour le récompenser, on l'a nommé professeur de maladies contagieuses et directeur d'Alfort, et il est devenu membre de l'Institut Pasteur. Il a milité, et c'est ça son grand rôle, il a milité pour l'emploi de la tuberculine, qui est une manière de déterminer si les animaux sont porteurs ou non du bacille de corps, et éventuellement de les éliminer et de nettoyer ainsi le cheptel. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais il avait donné la manière de faire pour se débarrasser de la tuberculose. La tuberculine, il n'a pas du tout inventé, c'est Koch lui-même qui l'avait inventé. Il a découvert l'agent du farcin des bovins, l'anamyque transzotique, c'est pas extrêmement important, et il a fait d'autres recherches, mais il est mort d'une maladie cardiaque assez rapidement. Donc au XIXe siècle, tout s'est fait au XIXe siècle. Vous avez compris en fait qu'on a commencé jusqu'en 1820
par des tâtonnements. Là, on collectionnait les cas cliniques correctement observés, et à partir de là, donc Urtraine d'Arbovel a fait son premier dictionnaire. Les théories de l'époque, en fait, revenaient toujours. Il y avait énormément de théories qui étaient des théories philosophiques, en particulier celle de Grousset. Mais c'était jamais que des reprises d'Hippocrate et de Galien et de la médecine des humeurs. En tout cas, tout le monde était, ou à peu près, était opposé à l'idée de la contagion, sauf l'école de Lyon, je suis désolé de le dire, mais et croyait à l'influence du milieu. C'est-à-dire que quand on voyait plusieurs animaux qui avaient la même maladie, c'est qu'ils avaient été mis dans les mêmes conditions et qu'ils répondaient d'une même manière à des perturbations atmosphériques. Alors, tout le monde, en revanche, croyait en la génération spontanée, c'est-à-dire qu'une maladie, même contagieuse, parce qu'on pensait quand même qu'il y avait des maladies contagieuses comme la peste bovine, ça on savait que c'était contagieux, tout le monde était d'accord, mais on pensait que la peste bovine naissait spontanément chez des animaux qui étaient, comme je dis, exposés à certains éléments atmosphériques. Alors, à Alfort, en fait, Alfort a malheureusement produit beaucoup de vétérinaires militaires qui sont partis dans leur métier avec l'idée que la morve n'était pas... la morve, c'est une sorte de pseudomonas, je ne sais pas si... Bon, c'est la maladie du cheval qui décimait les chevaux de l'armée, et il y a la contagion, donc ça a été une catastrophe pour l'armée. De même, la péripneumonie des bovins s'est étendue grâce à ce genre de croyance. Alors, comme je l'ai dit, en fait, la médecine bovine ne s'est vraiment institutionnalisée que dans les années 1890. Avant, il y avait des cours un petit peu, mettons, à Toulouse, mais c'était toujours au détour d'une page qu'on parlait des bovins. Le bovin, c'est jamais qu'un cheval avec des cornes. Donc, la thérapeutique, n'ayant pas bougé depuis l'Antiquité, a conservé les mêmes moyens, en particulier les cétons, les feux, les révulsifs et les saignées. Alors, le céton, c'est une bande de tissu qu'on passe sous la peau avec une aiguille acéton, une aiguille plate, coupante, et qu'on passe ainsi sous la peau, elle va sortir des deux côtés. Alors, d'abord, c'est établir une suppuration, et on va aider la suppuration en mettant un produit irritant. Et de temps en temps, on va bouger le ruban de façon à ce que ça suppure bien. En fait, on pensait que c'était une issue aux humeurs. Les humeurs qui étaient mauvaises, il fallait les faire sortir, c'était une manière, vu que ça tuait, on se disait, ben ça c'est certainement les humeurs qui sortent. Alors en réalité, la version moderne de ça, c'est l'injection sous-cutanée de térébenthine, qui est aseptique, et qui donne, c'est vrai, un certain coup de fouet du point de vue immunitaire. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment recommandable. La saignée. Alors, la saignée, c'était quelque chose de systématique. Il n'y avait pas que les vétérinaires qui saignaient. Tout le monde saignait. Le moindre cocher de fiacre avait une espèce d'étui comme ça, un couteau à saigner pour saigner. On ne savait jamais, ça pouvait toujours servir. On saignait systématiquement, les bovins, au printemps, tout le monde il fallait saigner. Pendant tout le 19e siècle et jusque dans les années 1950-1960. Donc, vous voyez le mode opératoire. Il fallait faire gonfler la veine et on tapait sur le dos de l'instrument on donnait un pousset et quand on avait la quantité de sang nécessaire, on transfixait la plaie avec une épingle qu'on demandait à la propriétaire. On arrachait un train et on faisait un nœud de saignée, ça suffisait pour arrêter la saignée. La saignée a été, on pense toujours que c'est une histoire du XVIIe siècle à cause de Molière, la saignée a été terrible au début du XIXe siècle, vers les années 1920,
1820, à cause de Broussel, qui a énormément généralisé l'usage de la saignée, les vétérinaires y ont cru. De Lafont, par exemple, préconisait de ponctionner un cheval sur 3 jours d'une quantité qui l'aurait tué si on l'avait ponctionné en une fois. C'est vous dire en fait l'importance du phénomène. Bon, les feux existent encore, c'est interdit, mais ça existe encore un petit peu, c'est vrai. Alors, c'est très compliqué à faire, hein, contrairement à ce qu'on pense. Moi, je l'ai pu faire à l'école, je suis très vieux. Ça demande beaucoup de temps, surtout il faut bien attacher le cheval parce que ça fait très mal. Les médicaments étaient efficaces, les alcaloïdes, bien sûr on les connaissait, mais ils étaient mal dosés. Le quinquina, qui était de la quinine, c'était trop cher. Le sulfate de soude, c'était très bien, on s'en sert encore, mais bon, ouais. À la fin du siècle, il y a eu les vaccins, le charbon, inventé par Pasteur, celui du rouget du porc, et puis la fameuse tuberculine pour le diagnostic de la tuberculose. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on a fait des progrès en chirurgie. Vous voyez à gauche l'homme toujours avec son chapeau de forme, qui est en train de faire une ténectomie. Et là, à droite, à la fin du siècle, dans Cadio et Almy, une intervention sur le larynx. Le pharynx, bien sûr. Et ici, une ovariectomie par voie vaginale inventée par un vétérinaire de la Marne, qui s'appelait Charlie. Et là, vous voyez qu'il saisit il a ponctionné le cul-de-sac vaginal dorsal, il a passé sa main, il a saisi l'ovaire et il a engagé l'ovaire dans l'anse d'un instrument qui s'appelle un écraseur de Chassaignac. L'écraseur de Chassaignac est muni d'une chaîne, en fait, qui ressemble beaucoup à une chaîne de vélo, et avec les manettes qui sont ciblées ici, un aide, en fait, donc fait faire un mouvement et resserre d'un maillon la chaîne. On attend, et puis après un certain temps, on resserre encore. En fait, ça écrase et ça fait l'hémostase en même temps. Donc, au bout d'un moment, il va pouvoir retirer sa main avec l'ovaire. Il ne faut pas croire en fait que ce soit si ridicule que ça, parce que de mon temps, j'ai vu mon professeur de chirurgie qui retirait les ovaires d'une jument avec ce procédé. Il disait toujours, pourvu que ce ne soit pas un crottin. Donc, le quotidien du vétérinaire maintenant. Donc, c'est une profession qui, en réalité, est peu nombreuse et qui se défend relativement, qui est très agressive, mais qui a du mal à se défendre contre une multitude de maréchaux qui ont le droit de soigner quand même les chevaux, et d'empirer, surtout dans l'Ouest. Et ça continuera dans l'Ouest jusqu'en 1958, mais en réalité, après 58, il y a d'autres, des praticiens empiriques qui ont continué à travailler, qui étaient installés, qui étaient jeunes. Moi-même, j'ai fait la prophylaxie chez un empirique de l'Ouest, qui était un homme très sympathique, et qui faisait très bien les césariennes. La pratique équine dominait, évidemment, sauf comme dans le sud-ouest, comme je vous l'ai expliqué avec les deux de travail. Il faut dire aussi que le vétérinaire, pour des raisons de déplacement pratique, n'allait pas à plus de 15 km de chez lui. Donc, ça faisait des clientèles très réduites, de sorte que beaucoup s'installaient en ville où il y avait une concentration de chevaux importante, pour le luxe bien sûr, mais bien sûr l'industrie et le commerce. J'ai compté en fait le nombre de praticiens dans un annuaire qui s'appelle l'agenda des vétérinaires praticiens pour 1873. J'en ai compté praticiens 2967 pour 348 vétérinaires militaires, ça a bien changé. Vous voyez, alors bon, j'ai mis le nombre de vétérinaires par département. Pour l'agglomération parisienne, c'est normal, il y en a à peu près 190. Et après, on tombe sur une chose très bizarre, c'est qu'on a dans le sud-ouest une concentration très importante de vétérinaires. Ça vient certainement de ce que dans le sud-ouest, avec la création de l'école de Toulouse, il y a des gens en fait qui ont accepté de ce métier qui était peu lucratif, mais qui leur convenait, et qui sont beaucoup installés, alors que dans le nord, vous allez le voir, dans le nord, alors ici vous avez, si vous regardez rapidement, vous allez trouver
la plupart des départements en montagne. Donc on comprend pour des raisons pratiques qu'il n'y a pas eu beaucoup de vétérinaires, ni en Corse d'ailleurs. Mais vous voyez que les départements de l'Ouest dans lesquels il y avait une majorité d'empiriques, comme l'Indre, l'Orne, alors surtout les départements de Bretagne, comme l'Ille-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan, vous trouvez aussi la Sarthe, la Mayenne, qui pourtant, tout ça ce sont des départements qui ont et qui avaient, et qui ont encore un élevage extrêmement actif, et même qui n'avaient pas de vétérinaire. Le quotidien du vétérinaire, donc, c'était surtout le cheval, et surtout la chirurgie, parce que la thérapeutique ne faisait pas vraiment la différence avec les empiriques. Et avec une prédominance sur les interventions du pied. Voilà par exemple le cours qui a été pris par les élèves au moment du cours de Nocard, de chirurgie de Nocard. J'ai compté, il y a à peu près 30% des pages de ce cours qui sont consacrées à la pathologie et à la chirurgie du pied. Alors évidemment, il fallait savoir coucher les chevaux. Ça, c'est une manière, en fait, c'était la manière classique, quand on n'a pas de travail, c'est une manière de coucher un cheval que j'ai apprise et qui faisait partie des examens pratiques qu'on passait à la fin de nos études, encore de notre temps. On n'avait pas de chapeau de forme, malheureusement. La contraction était évidemment toujours préférée à l'anesthésie. L'anesthésie existait, mais les vétérinaires français, que les Français, se sont toujours défiés de l'anesthésie et ont toujours préféré, avec leurs clients, d'ailleurs, discutaient pas mal de savoir si les animaux souffraient, ils préféraient le travail. Alors le travail de Vinceau, qui avait beaucoup de vétérinaires, il y en avait un exemplaire dans la cour des cliniques à Alfort, donc les élèves connaissaient le travail, ils l'installaient chez eux, ensuite quand ils s'installaient à leur compte, et permettait de travailler en sûreté, surtout, sans casser le cheval, ce qui est quand même très important, et de façon assez calme. Vous voyez que le vétérinaire là est assis pour opérer un pied. Donc, hormis l'obstétrique et les épizooties, la pathologie bovine n'a pas été importante jusqu'en dans les années à peu près 1880-90. Ici, vous voyez, il y a un professeur de Lyon qui a fait en 2 volumes sur la pathologie de la production de la vache avec la néonatologie du veau. Bon. Et puis, surtout, à partir de 1888, toujours dans le sud-ouest, vous voyez, là c'était un vétérinaire à côté d'Agen, qui a fait paraître un journal, toujours dans le sud-ouest, donc, sur la pathologie bovine. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a créé une chaire de pathologie bovine qui était tenue par Moussu à Alfort. Donc en conclusion, vous avez vu que on n'a pas, oui, ça j'ai pas pu vraiment le montrer, les vétérinaires sont arrivés à faire admettre une législation efficace contre les grandes maladies contagieuses des bovins avant les découvertes de Pasteur. Ils avaient admis pour cette maladie la contagiosité et ils ont fait ce qu'il fallait, si bien qu'en 1865, on était sous le Second Empire, il y avait des vétérinaires donc, un peu partout, là, qui étaient dans le Nord, qui ont fait ce qu'il fallait, et l'épizootie qui a dévasté complètement le nord de l'Europe et surtout l'Angleterre n'est pas venue en France. Évidemment, en 1870, on n'a pas pu y échapper puisqu'elle est arrivée avec les Prussiens. Les vétérinaires ont été les devanciers, vous l'avez vu, avec Chauveau, avec Henri Toussaint. Ils ont été les devanciers de Pasteur. Et les détracteurs de Pasteur, comme Colin, ont aidé Pasteur en fait à préciser ses idées. Ils l'ont fait faire certainement, l'ont forcé en fait, en le poussant dans ses retranchements, à préciser ses idées. Donc en règle générale, le XVIIIe siècle en vétérinaire, évidemment, il ne s'est pas passé grand-chose, c'était même pas 40 années, a produit très peu. En revanche, tout a été fait au XIXe siècle et on fonctionne encore sur ce qu'on a trouvé à cette époque-là.
Mais en revanche, l'ensemble de la profession est devenu extrêmement modeste, et vous le verrez au XIXe siècle, ça a certainement duré jusqu'à dans les années 1950. Je vous remercie de votre attention. Bon, écoutez, les questions Si vous avez des questions. sont prêtes à être posées. Tu nous as pas du tout parlé de la médecine canine. Heidegger nous avait dit qu'au XVIIIe, finalement, avait été un des éléments quand même qui était connu et fait par les vétérinaires. Qu'est-ce qu'il en est au XIXe? Alors là, je vais contredire le directeur, donc je ne sais pas s'il va m'arriver. La pratique vétérinaire digne de ce nom date de 1960. Avant, c'est une espèce d'amateurisme qui ne distingue absolument pas le vétérinaire du piqueux qui s'occupe de la meute de chiens. C'est exactement la même chose. Les gens ne consultent pas le vétérinaire, sauf pour certaines opérations, mais la plupart du temps, même les coupes d'oreilles, les coupes de queue, sont les éleveurs qui le font, même de mon temps. Le chien, en fait, le problème du chien à partir de 1763, vous savez que 1763, c'est l'arrivée, on ne sait pas d'où, de la maladie de Carré. Au moment où apparaît la maladie de Carré, les vétérinaires sont ailleurs. C'est un médecin qui l'a décrit. Et puis après, ils ont commencé à s'en occuper, surtout quand tout un tas de charlatans sont mis à confectionner des remèdes qui ne marchaient pas. En réalité, le chien, c'est un animal qui valait rien du tout. Donc, faire même le chien de compagnie, c'était pas grand-chose. Et la vie était très courte, c'était des animaux qui se reproduisaient très vite, et on ne les présentait pas aux vétérinaires la plupart du temps. D'autre part, les vétérinaires, il y avait une consultation d'accord à Alfort, il y avait des gens qui venaient avec des chiens, mais pour faire quoi, ça, on ne sait pas bien. Donc, dans l'ensemble, la médecine canine a commencé à peu près au moment où je me suis installé, c'est-à-dire à la fin des années 60, début des années 70. À cette époque-là, on soignait, j'ai honte, on soignait les insuffisances rénales des carnivores avec l'Espédesia capitata, des extraits d'artichaut et le cophytol, et c'était tout. Voilà. J'avais pas dit ça, Justin. Dans le contexte de curiosité qui précède la création de l'école vétérinaire, il y avait une relation à l'animal domestique qui s'était développée dans les milieux aristocratiques. Mais ça n'a pas joué sur la médecine vétérinaire du tout du XVIIIe. C'était surtout on a commencé à s'occuper des chiens de chasse. Parce que c'était des chiens qui éventuellement avaient de la valeur, une valeur d'usage, mais le chien de garde ordinaire, le chien de compagnie, c'était... Quelquefois, on appelait le médecin, parce qu'on demandait au médecin, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour... Alors, ce qu'il traitait, c'était toujours la constipation, je ne sais pas, il devait manger des os. Il y avait quand même la rage aussi au 19e sur le chien de compagnie, qui était un facteur de consultation important. Il y avait un chenil des chiens enragés à Alfort. Il y avait deux chenils. Il y avait un chenil pour les chiens non suspects de rage, un chenil pour les chiens enragés, et c'était une très grande frayeur pour les propriétaires. Je peux raconter peut-être ça. Oui, alors, il y avait un vétérinaire qui s'appelait Bourrel, qui a travaillé d'ailleurs avec Pasteur, qui avait une clinique vétérinaire, vraiment. Alors, les vétérinaires avaient tous un atelier, une forge avec des maréchaux ferrants. Ça, c'était la base. Quand on était vétérinaire en ville, on ne sait pas les faire soi-même, on avait toujours des maréchaux ferrants. Et les maréchaux ferrants, on avait un travail, et les maréchaux ferrants aidaient aux opérations de façon très efficace. Pour les chiens, ce vétérinaire, pour elle, avait une collection de cages, et là, il hospitalisait des chiens en observation. Je ne sais pas si vous êtes en quelle année vous êtes, mais normalement, vous savez que quand un chien a mordu, pendant 15 jours, pour savoir s'il n'est pas en portage présymptomatique, c'est-à-dire s'il n'extrait pas
déjà, alors qu'il est en bonne santé, il n'excrète pas le virus de la rage dans sa salive, il faut s'en assurer. Et s'il est malade, s'il développe la rage et s'il meurt dans les 15 jours, il faut se saisir de la personne et à cette époque-là, détruire le point de morsure avec un fer rouge. C'était la seule manière d'y arriver. Alors évidemment, quand c'était la figure, les gens hésitaient un peu, mais quand il s'agissait de la jambe ou de la main, il fallait enlever le morceau. Et vous avez certainement appris avec ce qu'on appelle la neurochromasie, c'est-à-dire que le virus remonte le long des nerfs et il met un certain temps, et on a encore le temps de tuer le virus sur le foyer d'infection. Alors c'était le traitement de la rage jusqu'à celui de Pasteur. Donc c'est vrai que ce qu'il fallait, c'était s'assurer du chien. Maintenant, c'est assez lâche, on laisse le chien avec les propriétaires. Bon. Alors qu'à cette époque-là, on l'enfermait dans une cage. Voilà. Mais on ne soignait pas les chiens de la rage, tout bien. De quoi je pourrais vous parler? Les vétérinaires militaires. Ah oui, alors vous avez vu que les vétérinaires militaires étaient quand même assez nombreux, il y en avait 300 ou 400. C'était des gens auxquels on faisait sentir leurs origines sociales. Dans l'armée, ils se retrouvaient avec des officiers. Ils avaient, au début, c'était des maréchaux, ils étaient maréchaux des logis, maréchaux des jolis chefs, donc c'était des sous-officiers, le problème ne se posait pas. À partir des années 1860, en fait, ce sont des gens qui ont commencé à prendre du grade et on leur a donné l'équivalent, alors c'était une assimilation du grade de sous-lieutenant jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Alors, vous allez me dire, ça c'était une promotion, mais pas du tout, parce que quand ils se retrouvaient avec des officiers, on trouvait qu'ils n'avaient pas de manière, c'était des gens qui ramenaient toujours leur science, ils savaient parler que de leur métier, c'était des cuistres, et ils étaient assez vulgaires, ils mangeaient mal à la table. Donc, on cite toujours, au XIXe siècle, un motif de non-avancement qu'on a trouvé dans le carnet, sur une fiche d'un officier, boit seul et nuitamment, fréquente le vétérinaire. Vous voyez que c'était l'opprobre de fréquenter le vétérinaire. Alors, ces gens-là n'ont pas été reconnus, ils n'étaient donc pas vraiment officiers, ils étaient obligés, par exemple, quand un homme leur manquait de respect ou n'avait pas obéi, ils étaient obligés de demander à un véritable officier de punir l'homme en question, et alors évidemment, le confrère, l'officier, se faisait un malin plaisir de refuser. Donc, la situation des vétérinaires a été, c'est vraiment établi, les vétérinaires militaires, à partir de la guerre de 14. Avant, c'était pas extrêmement enviable. Maintenant, c'est tout à fait différent. Ils sont tous généraux, colonels et quelquefois lieutenant-colonels. L'inspection des viandes. Bon, je vais vous réciter tout. Alors, l'inspection des viandes a commencé plutôt dans les années 1860, bizarrement à Bordeaux. Il y avait quelqu'un qui était très écouté à Bordeaux, qui s'appelait Baillet, qui avait fait un livre d'ailleurs, qui est assez amusant, sur l'inspection des viandes. Il a été le premier. Avant, c'était des bouchers jurés, c'est-à-dire que c'était des professionnels de la boucherie qui étaient experts auprès des tribunaux et puis auprès des marchands et qui déterminaient si une viande était consommable ou pas et s'il fallait la saisir. C'était d'ailleurs pour plus mal. Mais après, on a estimé qu'il fallait que ce soit plutôt un vétérinaire qui le fasse. Et pendant très longtemps, les communes ont rechigné à payer un vétérinaire pour faire l'inspection. Et on est arrivé pratiquement jusqu'après la guerre de 14 sans avoir partout une inspection des viandes digne de ce nom. Ensuite, ce sont les vétérinaires, il y avait beaucoup de petits abattoirs, et en quel cas, c'était les vétérinaires praticiens du coin qui allaient faire 2 fois par semaine l'inspection des bêtes qui avaient été abattues. Moi, j'ai travaillé dans des clientèles dans lesquelles il y avait des vétérinaires qui faisaient ça encore. On avait passé la roulette sur les carcasses. C'est pour ça que, de mon temps, je peux dire, on apprenait l'inspection des viandes, surtout en 3e et 4e année, c'est tout ce que j'ai appris, la médecine et la chirurgie, j'ai pas appris. Je peux dire.
fois je pourrais parler encore. Non, vous avez des questions, non? Vous êtes qu'on est aux choses. On voit qu'il y a une tradition à Toulouse finalement, hein. C'est une tradition qui continue. Je ne sais pas si à Toulouse il y a encore des gens qui s'occupent des bovins. Je ne sais pas. Il y en a ici, hein. C'est Ici, c'était difficile déjà parce que dès le milieu du 19e, on était obligé d'acheter des bovins pour pouvoir entraîner les étudiants. Parce qu'il n'y avait pas de bovins autour de nous. Donc le problème de la bovine, entre guillemets, de l'approvisionnement en bovins est assez ancien. Alors, les professeurs, eux, voyaient quand même des bovins parce que quand il y avait un problème d'épizootie, on les envoyait sur place. Et là, ils envoyaient des milliers. Donc, tous ont été envoyés, on les envoyait à l'étranger quand il y avait une menace. Ils allaient en Allemagne, en Angleterre. Il y en a un qui était directeur ici, il s'appelait Renaud, qui était très, très apprécié comme directeur. Il a fait beaucoup pour l'école vétérinaire d'Alfort au début du 19e, dans les années 1830. Il a été envoyé pour examiner, pour voir ce qui se passait en Italie centrale. Et dans les marais du côté de Rome, en fait, il a attrapé le paludisme. Il a fini, il était malade et il est mort à Florence. Ce qui est triste pour un directeur de l'école vétérinaire. J'espère qu'on va garder longtemps celui qu'on a. Mais on le garde, on ne l'envoie pas à l'étranger, j'espère. Voilà, je crois que... Ah oui. Techniquement, il faisait comment pour les chirurgies? Parce que la convention, ça suffisait? Il fallait que ça suffise. Alors, les vétérinaires, à cette époque-là, alors je ne voulais pas trop vous parler de ça parce que ce sont des choses qui fâchent. On faisait des travaux pratiques sur des animaux qu'on avait achetés, sur des animaux vivants, donc les anesthésiait absolument pas. Il y avait l'anesthésie, même quand l'anesthésie existait, mais c'est vrai qu'on a continué. Et les élèves de 3e et 4e année faisaient sur chaque animal, du matin 6 h, on se levait tout à cette époque-là, jusqu'au soir 6 h, ils faisaient 72 opérations sur chaque animal. Alors au début, l'animal se défendait un peu, après, au bout d'un moment, en fait, il était comateux et il était comme mort. Ce qui se passait quand même, c'est que les élèves sortaient de l'école. Évidemment, c'est très critiquable. L'école a eu des ennuis avec la SPA. C'est passé, il y a eu toute une histoire avec cette histoire. Bon, mais ceci étant dit, les élèves sortaient de l'école en sachant faire un certain nombre d'opérations, et même très bien. Les élèves sortaient de l'école, tout seuls, en pleine campagne, ils arrivaient à opérer un cheval cryptorchide en sortant de l'école. C'était même pas la castration, c'était pas... ils opéraient les cryptorchides, sans anesthésie. Hein. Donc en fait, on apprenait des choses pratiques à l'école. On avait beau être jeune, moustachu, mais on apprenait des choses. Il fallait d'abord bien connaître l'anatomie. Ils faisaient beaucoup de dissections sur les grands animaux auxquels ils seraient confrontés. Et ensuite, ils opéraient vite et bien. Il fallait opérer très vite. Il ne fallait pas hésiter. Et comme en chirurgie humaine, c'était la même chose. Il fallait avoir le geste précis et rapide. Mais c'était un métier. Alors après, évidemment, on a oublié, à partir du moment où on a fait des anesthésies, mais ça a duré très longtemps. Donc vous voyez pourquoi, en fait, le travail était important quand même. Alors, on ne faisait pas de chirurgie abdominale, et encore moins thoracique. Ça n'existait pas. Puisque un animal dont on ouvre l'abdomen, il pousse les pieds qu'on sort, les intestins. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, c'était toujours des interventions sur les tendons, sur le pied, des choses extrêmement douloureuses. On arrachait pour un oui, pour un non au début du 19e siècle. On arrachait pour un oui, pour un non la sole des chevaux. Vous voyez la douleur qui en résultait. Et puis, on intervenait éventuellement sur l'ésophage, sur les dents, bien sûr, sur les sinus, beaucoup. Et c'était surtout de la pathologie
du système locomoteur. On peut même rajouter que chez les ruminants, jusque dans les années 1980, toute les laparotomies se faisait uniquement sous anesthésie locale, pratiquement. Et encore les bons jours. Maintenant, on arrive à le faire de façon un petit peu plus sophistiquée quand même. Mais ceci étant, mais l'anesthésie locale. Les césariennes. Ah oui, oui. Mais c'est bien. L'anesthésie locale, c'est bien. Hein. C'est un bon truc. Ah si. Moi, j'ai été opéré sous anesthésie locale de hernie, etc. J'étais très content. Voilà, on a le choix. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. On a eu un bon panorama de ce qui se passait au 19e. Et puis, prochainement, vous aurez maintenant un panorama des défis du XXe siècle. Donc, je le rappelle, le 9 mars, par Christophe Degas, pour pas qu'il nous dise. Bien, et bonne soirée. Merci François pour cette intervention.